Chaque fois, d'ailleurs, la responsabilité de l'Allemagne est mise en cause. On va y arriver peut-être tout de suite, d'ailleurs. Oui, Marie-France Carreau. Évidemment, je n'ai pas un raisonnement d'économiste, mais j'essaie d'avoir un raisonnement politique. Vous avez, dans un livre ancien, exprimé la difficulté de voir les événements tels qu'ils sont. Vous parlez à Edgar Morin, là. Oui, et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Alors, dans ces mécanismes que vous décrivez comme étant une succession d'erreurs, est-ce que tout simplement il n'y a pas une autre logique? Une autre logique que la nôtre, que celle que nous affirmons? Pourquoi pas? Après tout, il faut se souvenir que c'est l'Allemagne qui a demandé la monnaie unique. On nous serine le contraire, mais c'est faux. C'est le chancelier Kohl qui, au moment de la réunification, a écrit d'ailleurs une lettre à François Mitterrand, qui était président du Conseil européen, pour lui demander à le voir avant le sommet de Dublin, parce qu'il avait besoin de l'union politique et monétaire le plus rapidement possible pour des raisons de politique intérieure. Bon. Et on est tout de même amené à se demander quelles étaient les raisons. Si on considère l'histoire ancienne et récente de l'Allemagne, par rapport à celle de la France, on voit bien nous sommes dans des situations parfaitement dissymétriques. La France est un État constitué depuis 10 siècles. L'Allemagne n'a pas eu d'État entre Otton Ier et Bismarck. Et les Reich n'ayant pas très bien réussi, on peut considérer que les Allemands souhaitent constituer un État dans la paix, sans guerre. Et pour constituer un État dans la paix, sans guerre, il faut qu'ils arrivent à faire une structure plurielle, car l'Allemagne est plurielle. Entre la Prusse, la Bavière, les Pays-Rhénans, il y a des différences beaucoup plus lourdes qu'entre les provinces françaises. Il faut que cette structure soit plurielle, il faut qu'il y ait un élément structurant. On peut imaginer que la structure plurielle, c'est celle de l'Europe fédérale, et que l'élément structurant, c'est la monnaie unique. Et ils ont fait tout ça pour eux, quoi. Ils ont fait tout ça pour une Europe qui comporte les pays qui correspondent, en gros, à l'espace historique de la Germanie. C'est-à-dire avec... non, ne souriez pas, c'est pas absurde. Hein, je ne considère pas du tout que c'est absurde, je l'écoute avec attention. Je ne crois pas que ce soit absurde. Je crois qu'en fait, d'ailleurs, au moment où l'euro a été créé, on abandonnait le marque, mais ça valait bien un petit sacrifice, hein, d'avoir la chose sans le nom. C'était une monnaie qui s'appliquait à cette Europe-là. C'est le ministre des Finances allemand qui avait dit « Ah non, pas les pays du Club Med ». Signe que l'euro était construit pour une Allemagne comportant l'Allemagne, la France, les pays du Benelux et les pays d'Allemagne centrale, bien évidemment. Ils étaient prévus dans la même conversation avec François Mitterrand que celle qui portait sur la monnaie unique, les relations avec les pays d'Europe centrale. C'est, je crois, M. Prodi, qui a été un détestable président de la Commission, mais un excellent président du Conseil à l'époque, qui a fait rentrer l'Italie à coups de pied dans le derrière dans l'euro, en remplissant les conditions, parce qu'il savait bien, lui aussi, qui connaît l'histoire manifestement, que l'Italie, si elle ne rentrait pas dans l'euro, elle se couperait en deux. Comme elle l'avait fait au temps très ancien des partages de l'Empire de Charlemagne. La partie du nord allait vers le nord et la partie du sud, avec Répouille, restait vers le sud. Et c'est ainsi que les pays du Club Med sont rentrés dans l'euro. Mais l'euro n'était pas fait conçu avec les pays du Club Med. Alors la position de l'Allemagne, elle est maintenant très... Si cette idée, que je schématise abusivement, bien entendu, pour la rapidité de la conversation, mais si par hasard cette idée, qui est plausible, correspond à un schéma allemand, alors il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. L'Allemagne n'a pas intention de payer ad vitam aeternam les déficits des pays qui n'ont aucune solidarité politique, régionale avec elle. D'autant que ceci se passe, ce qui n'était pas prévu tout à fait, en tout cas de cette manière-là, au moment de la réunification allemande et du choix de ce système, à un moment où le basculement vers l'Asie est vraiment patent, visible, criant, massif, et où par conséquent l'Allemagne retrouve son tropisme historique vers l'Est. Ça se passe sous nos yeux. La réunion avec l'Allemagne, la Pologne et la Russie s'est faite à Paris la semaine dernière, où il y a 15 jours. On a fait l'hôtel. Bon. Mais par conséquent, c'est une politique qui est une politique germanique classique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas que la France soit dans cette Europe-là. Bien sûr que si, elle le veut. Mais elle n'a pas du tout envie des pays du Club Med. Par conséquent, le problème pour elle difficile,
je ne sais pas, pourrait être de garder ces pays sans se montrer trop sauvage, trouver des mécanismes qui amènent à terme à des limitations de capacité pour les pays en question. Vous évoquiez tout à l'heure la privation des droits, etc. Et éventuellement des sorties dans des moments moins catastrophiques de crise. Car effectivement, il n'y a pas simplement le problème, je ne suis pas économiste, mais il n'y a pas simplement le problème de l'euro, il y a le problème du dollar qui est derrière, et donc le problème des Chinois. Parce que si j'ai bien compris, le président Obama, c'est quand même lui qui a téléphoné aussi bien pour la Grèce que pour l'Irlande pour demander qu'on fasse vite afin qu'il n'y ait pas une crise qui se répercute sur le dollar. Autrement dit, nous sommes devant une opération énorme, gigantesque, massive, dans laquelle, je crois, nous aurions intérêt. Moi, j'évoque cette éventualité parce qu'elle me paraît correspondre aux faits que j'ai connus et que j'ai bien regardés à ce moment-là. Mais j'avoue que nous n'avons pas vu tout. Et d'autre part, ce qui gêne beaucoup la France dans cette situation-là, pardonnez-moi, je fais pour une point capable, c'est un problème juridique que je n'avais pas vu. L'Allemagne veut être souveraine. Elle se fait souveraine. La Cour de Karlsruhe, qui est garante de la souveraineté allemande, le dit expressément dans toute une série d'arrêts. Et pendant ce temps-là, nous, comme des imbéciles, il n'y a pas d'autre mot, nous avons aliéné notre souveraineté dans les traités européens. Mais pourquoi l'avons-nous aliénée? L'Allemagne combine bien les traités européens avec l'affirmation de sa souveraineté. Pourquoi nous sommes assez stupides pour aliéner notre souveraineté dans les traités européens? Véritablement, c'est incompréhensible. Ce n'est pas la peine d'être le pays le plus intelligent du monde pour se conduire d'une manière aussi bête.